24 janvier 2026, le commandant du CENTCOM américain arrive en Israël pour une réunion avec le chef d'état-major israélien et le commandant de l'armée de l'air. 56 heures plus tard, 16 avions cargo mystérieux ont atterri en Iran. On pense qu'ils transportaient des armes avancées pour contrer toute attaque américano-israélienne. Le pays qui les a envoyés avait une préoccupation légitime. Il savait que si l'Iran avait des problèmes, lui aussi commencerait à mourir à petit feu. Et en ce moment, c'est ce qui se passe. Avec la deuxième plus grande population du monde et un modèle économique axé sur l'industrie, la Chine consomme tout simplement plus d'énergie que n'importe quel autre pays sur Terre. Contrairement aux grands producteurs du Golfe comme l'Arabie Saoudite, la Chine n'a pas de grandes réserves de pétrole facilement accessibles. C'est pourquoi, en 2024, la Chine a consommé plus de 16,3 millions de barils de pétrole par jour. Cela en fait le deuxième plus grand consommateur de pétrole au monde. Bien qu'elle produise du pétrole au niveau national, cela ne couvre qu'une fraction des besoins réels de son économie. Ainsi, pour faire tourner son économie, la Chine doit s'appuyer massivement sur le pétrole brut importé. Cette vulnérabilité a changé toute l'équation géopolitique du monde. La Chine importe près de 74% de sa consommation de pétrole. Selon les données commerciales, la Chine a importé environ 11,1 millions de barils par jour, et environ les 2/3 de ses importations provenaient de seulement 5 pays. La Russie, l'Arabie Saoudite, la Malaisie, l'Irak et Oman. Avez-vous l'impression qu'il manque quelque chose ici ? Vous pourriez vous demander, où est l'Iran dans cette liste ? Parce que vous avez tous entendu dire que l'Iran est l'un des plus grands fournisseurs de pétrole à la Chine, n'est-ce pas ? L'Iran est absent parce qu'officiellement, la Chine n'achète presque pas de pétrole à l'Iran. Les données de suivi des pétroliers et du secteur montrent que le Venezuela et l'Iran sont deux producteurs très sanctionnés. Mais ensemble, ils représentent environ 17% des achats totaux de pétrole de la Chine. Cette part a surtout augmenté ces dernières années. Mais étonnamment, la majeure partie du pétrole iranien et vénézuélien ne figure pas clairement dans les données douanières publiques chinoises. Sur le papier, ces barils existent à peine. En réalité, c'est une petite faille douteuse qui est exploitée. Ce jeu a commencé à prendre de l'ampleur après les sanctions pétrolières. Il ne s'agit pas des sanctions contre la Russie auxquelles vous pensez. Avant la guerre en Ukraine, l'Iran et le Venezuela étaient déjà lourdement sanctionnés par les États-Unis. Sous le premier mandat de Donald Trump, Washington a accentué la pression sur Téhéran et Caracas. Le Venezuela a parfois tenté d'obtenir un allègement temporaire, tandis que l'Iran est resté soumis à des sanctions strictes. Dès 2018, les deux pays étaient largement exclus des grands marchés pétroliers mondiaux. Ils vendaient déjà du pétrole à bas prix, mais même avant les sanctions, il n'était pas prioritaire pour la plupart des acheteurs à cause de sa qualité. Le brut iranien est vénézuélien, plus lourd et soufré, et donc plus difficile et coûteux à raffiner. Même les principaux acheteurs comme la Chine et l'Inde restaient prudents et n'achetaient que des volumes limités pour des besoins de mélange. La qualité du pétrole détermine le destin d'une nation pétrolière et dépend de 3 facteurs. La densité, la teneur en soufre et la complexité du raffinage. Et ces différences déterminaient le coût, la difficulté du raffinage et les produits finaux que l'on pouvait produire. Par exemple, la principale exportation russe, le mélange Oural, associe du brut lourd à du léger de Sibérie occidentale, ce qui le rend parfait pour produire diesel et essence. La plupart du pétrole iranien est lourd et riche en soufre, ce qui complique son raffinage et nécessite des raffineries avancées. Mais la meilleure option était l'Arabie Saoudite. Près de 70% des réserves de pétrole saoudiennes sont du brut léger, plus simple à raffiner et idéal pour produire essence et carburant d'avion. Ils produisent aussi des bruts moyens et lourds, offrant ainsi plus de flexibilité aux acheteurs. Avec des coûts de production bas, une géologie favorable et une production massive, le pétrole saoudien est devenu l'une des options les plus fiables et prisées du marché mondial. L'Arabie Saoudite était le principal fournisseur de la Chine jusqu'en 2022. Cette année-là seulement, elle a vendu 87 millions de tonnes de brut à la Chine. Mais toute l'équation était sur le point de changer après 2022. Cette année-là, la guerre Russie-Ukraine a bouleversé le monde. La Russie a subi de fortes sanctions occidentales, perturbant les marchés pétroliers mondiaux et faisant bondir les prix du brut du Moyen-Orient. Il a brièvement franchi les $120, le baril aggravant une inflation mondiale déjà forte. De nombreux pays importateurs de pétrole ont vu leur économie sous assistance respiratoire. En juillet 2022, le Sri Lanka a plongé dans une grave crise économique et énergétique. Les pénuries de carburant ont paralysé les transports et les coupures d'électricité se sont généralisées. Même le Pakistan importait 85% de son pétrole et peinait face à la hausse des prix. La roupie pakistanaise s'est effondrée, passant d'environ 170 pour $1 début 2022 à près de 305 par dollar en août
2023 avant de se stabiliser. Mais pour la Russie, l'Iran et le Venezuela, cette crise est devenue une étrange opportunité. Avec la flambée des prix, même le pétrole sous sanctions semblait attractif. Les rabais étaient tels que même le pétrole brut bas de gamme devenait intéressant. Cependant, la logistique ne suivait pas. Les navires sanctionnés avaient du mal à accéder aux systèmes financiers et d'assurance mondiaux. Les paiements étaient limités et les pétroliers blacklistés. La Chine a choisi un jeu malin mais trouble. Un système d'échange parallèle a émergé, avec transfert entre navires, paiements alternatifs, intermédiaires opaques et cargaisons renommées. Ce qu'on appelle le réseau du marché noir existait déjà avant 2022, mais il était relativement limité. Il servait principalement à mélanger du pétrole brut iranien ou vénézuélien à prix réduit. Même après la guerre en Ukraine, il a pris beaucoup d'ampleur. La Russie, l'Iran et le Venezuela étaient à tout prêt à accorder à la Chine d'importantes réductions. En 2024, le pétrole brut sous sanctions américaines et occidentales représentait probablement plus d'un cinquième des importations totales de pétrole de la Chine. 1,4 million de barils par jour en provenance d'Iran et environ 268 000 barils du Venezuela. Mais qui en achetait la majeure partie? Les raffineurs indépendants chinois, les surnommés théières, concentrés dans le Shandong. Ces raffineurs opéraient en dehors de l'égide directe des géants d'État comme Sinopec ou Petrochina. Sur le papier, ce sont des entités privées à but commercial, et cela donne à Pékin un déni plausible. Le gouvernement chinois peut officiellement se distancer des achats directs de pétrole sous sanctions. En pratique, ces raffineries indépendantes représentent environ un quart de la capacité de raffinage chinoise et importent beaucoup de brut à prix réduit. Ces raffineries indépendantes ont maintenu en vie l'économie iranienne. Grâce à ces raffineries, la Chine est devenue le plus grand acheteur mondial de pétrole iranien en 2024. La Chine achète plus de 80% du brut maritime exporté par l'Iran, devenant ainsi la principale destination du pétrole de Téhéran. Selon les données de suivi, le pétrole iranien représentait environ 13,4% des importations maritimes totales de pétrole brut de la Chine en 2025, et environ un tiers du brut chinois, arrivant par voie maritime, transite par le détroit d'Ormuz. Pourtant, officiellement, les données douanières chinoises n'ont enregistré aucune expédition iranienne. Le secret réside en Malaisie. Les importations chinoises en provenance de Malaisie sont passées de seulement 5 400 barils par jour en 2015 à 1,4 million de barils par jour en 2024. Mais la Malaisie ne produit qu'environ 565 000 barils par jour. La différence indique fortement des transferts de navire à navire en eau malaisienne, où le pétrole iranien et vénézuélien est réétiqueté avant d'être envoyé vers les ports chinois, contournant ainsi les sanctions. Pendant ce temps, les flux de pétrole russe ont explosé. Les exportations de la Russie vers la Chine sont passées de 1,6 million de barils par jour en 2021 à 2,2 millions en 2024, donnant à Moscou près de 20% du marché chinois des importations de pétrole brut. C'est la part la plus élevée de l'histoire. Alors que le pétrole russe à prix réduit et sous sanctions affluait, l'Arabie Saoudite a vu sa part de marché diminuer, ses expéditions ayant chuté d'environ 10% entre 2021 et 2024. La Chine a modifié sa carte énergétique, préférant des barils moins chers et politiquement complexes à ses fournisseurs habituels. Beaucoup pensent que la Chine a payé cher pour ce jeu douteux, mais ils sont surpris d'apprendre qu'elle a généré des milliards de dollars ainsi. Le pétrole brut sous sanctions constitue près d'un cinquième de la capacité mondiale des pétroliers, illustrant l'ampleur du marché noir. Les flottes fantômes ont aidé des adversaires comme la Russie et l'Iran à résister à la pression de Washington, tout en étant liés au financement illicite et à des activités criminelles. Le Venezuela est devenu un centre logistique et financier, reliant le commerce pétrolier sous sanctions à de vastes réseaux. La Russie, l'Iran et même le Venezuela ont survécu à l'isolement financier. Mais le plus grand gagnant a été la Chine, et tout cela grâce à la plus grande faille. Après raffinage en Chine par des raffineries privées ou indépendantes, ce pétrole ne ressemble plus à celui d'Iran, du Venezuela ou de Russie. Il devient simplement de l'essence, du diesel, du kérosène ou du fioul, des produits qui peuvent être consommés en Chine, stockés dans des réserves ou exportés sur le marché mondial. Et c'est là que la stratégie entre en jeu. Après le raffinage, une partie de ce brut est stockée dans des réserves stratégiques ou commerciales. Une autre partie est utilisée sur le marché intérieur, et une part importante est mélangée avec du brut russe et du brut du Moyen-Orient. Une fois mélangé et traité, il devient presque impossible de retracer la source d'origine. Ces produits raffinés sont ensuite revendus à l'international à un prix supérieur. C'est pourquoi, en 2025, les produits pétroliers raffinés comptent parmi les principales exportations chinoises. Cela équivaut à 39,4 milliards de dollars, faisant de ce produit un des plus exportés du pays. Les principales destinations sont Hong Kong, Singapour, le Liberia, les Philippines et l'Australie.
Les exportations vers la Belgique, le Japon et le Vietnam ont également connu une forte croissance. Donc, la Chine n'importe pas seulement du pétrole brut à prix réduit. Elle y ajoute de la valeur, le raffine, le mélange, puis le réexporte. Par exemple, la Chine exportait de l'asphalte et du bitume issus de sources de brut lourds comme l'Iran. Ces produits servent surtout dans la construction, et il est probable que les entreprises chinoises les revendaient à l'international, plutôt que de tout consommer localement. Pourquoi ? Parce que rien qu'en 2025, la Chine a exporté pour environ 2 millions de dollars de bitume et d'asphalte, ce qui en fait le 1145e produit le plus exporté sur 1218 catégories de produits en Chine. Les principales destinations des exportations de bitume et d'asphalte de la Chine en 2025 étaient l'Irak, la Russie, le Canada et des pays africains comme la République du Congo. La stratégie n'est pas illégale. Beaucoup de pays raffinent du pétrole importé puis exportent des produits finis pour accroître leurs exportations et leur excédent commercial. En Chine, le coût est déterminant. Ces exportations pétrochimiques et de raffineries reposent sur le pétrole bon marché d'Iran, du Venezuela et de la Russie. Si les raffineurs chinois devaient acheter du brut uniquement auprès de fournisseurs réguliers comme l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis, leurs marges chuteraient fortement. Cela menacerait aussi le modèle économique de nombreux raffineurs intermédiaires ou indépendants, dépendant du brut sanctionné à prix réduit. Ensuite, un important changement de politique a eu lieu en décembre 2024. Le ministère du Commerce chinois a abaissé la remise fiscale à l'exportation des produits pétroliers raffinés de 13% à 9% dans le commerce général. Cette mesure a eu pour effet d'augmenter les coûts d'exportation de l'essence, du diesel et du kérosène d'environ 3 à 3,3 dollars par baril. L'essence a été la plus affectée en raison de marges d'exportation plus faibles. À Singapour, les écarts de raffinage de l'essence ont fortement augmenté en un mois, alors que ceux du diesel et du kérosène sont restés stables. Cela montrait que la Chine ne se contentait pas de réagir aux prix mondiaux des produits raffinés, elle les influençait. Grâce à l'ajustement des remboursements fiscaux et au commerce de transformation, la Chine a maintenu la compétitivité de ses raffineurs malgré la baisse des marges. Le système flexible a protégé les exportations malgré la hausse des coûts, devenant un enjeu stratégique pour Washington. Les États-Unis pouvaient faire pression sur les petites économies grâce aux tarifs douaniers et aux sanctions secondaires. Mais la Chine, c'était différent. La Chine s'est clairement présentée comme alternative au système économique occidental. Elle contrôle aussi des chaînes de raffinage de minéraux et métaux essentiels aux industries américaines de technologie, défense et véhicules électriques. Cela a donné un levier à Pékin. Au lieu d'une confrontation directe, des points de pression sont apparus autour du système soutenant ce noyau pétrolier. En 2025, l'expression « canal de Panama » revenait souvent dans les discours politiques américains. Le canal de Panama est un point d'étranglement crucial pour le transport maritime mondial, et les pétroliers fantômes empruntent souvent les principales routes maritimes qui y sont reliées. Les tensions ont monté autour de l'influence chinoise sur les ports près du canal, notamment via C.K. Hutchison de Hong Kong, qui gérait des terminaux aux deux entrées. Début 2026, les autorités panaméennes ont mis fin à ces droits d'exploitation pour des raisons juridiques. Officiellement, il s'agissait d'une décision juridique interne, mais sur le plan géopolitique, cela signalait quelque chose de plus important. Un environnement logistique chinois de plus en plus restreint. En parallèle, l'application des sanctions américaines sur le pétrole vénézuélien s'est intensifiée. Les autorités américaines ont accru la surveillance maritime dans les Caraïbes, visant les pétroliers soupçonnés d'échapper aux sanctions. Les saisies de navires et cargaisons se sont intensifiées. En décembre 2025, un mois avant l'arrestation de Nicolas Maduro, le pétrolier panaméen Centuries a été saisi pour transporter du pétrole vénézuélien sous sanctions. La Chine a critiqué cette décision, mais la Maison-Blanche est restée ferme. Sans l'accord des États-Unis, le pétrole vénézuélien ne passerait pas librement par les routes maritimes clés. Après l'intervention des États-Unis au Venezuela, il avait déjà été retiré de la liste d'approvisionnement des raffineries chinoises. Selon les rapports, les expéditions du Venezuela ont atteint en moyenne 394 000 barils par jour en 2025, soit environ 4% des importations maritimes de brut de la Chine. Après que les États-Unis ont limité les ventes de pétrole vénézuélien en janvier, les exportations ont chuté. Le stockage flottant de brut d'origine vénézuélienne en Asie est tombé à 8,3 millions de barils en janvier 2028, soit environ la moitié des 16 millions de barils détenus au début de 2026. La Chine avait déjà absorbé le choc de la perte du pétrole vénézuélien, un ajustement douloureux mais gérable. Ce qui a surtout choqué Pékin, c'est la frappe militaire directe des États-Unis et d'Israël contre la direction iranienne. Dans une escalade dramatique à la fin février 2026, le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a été tué lors d'une importante frappe aérienne conjointe américano-israélienne sur Téhéran. Ce conflit pourrait entraîner un changement politique important en Iran,
avec de fortes chances que le fils de Reza Shah Pahlavi tente de revenir pour former un nouveau gouvernement. Ce qui inquiète encore plus la Chine, c'est que Reza Pahlavi est considéré comme un dirigeant pro-occidental et qu'il vit aux États-Unis depuis plus de 40 ans. Donc, la Chine n'a pas d'autre choix que de sauver le régime actuel de l'Iran. Elle n'entrera peut-être pas dans le conflit, mais continuera à les soutenir indirectement, comme les 16 cargaisons arrivées à Téhéran. Les renseignements israéliens affirment que la Chine a envoyé ces cargaisons d'armes avancées. Elles auraient des systèmes de défense aérienne avancés, des équipements de guerre électroniques et peut-être des missiles anti-navires. L'objectif était de renforcer la défense de l'Iran contre une attaque américano-israélienne. On estime que ces vols militaires chinois ont livré en Iran des systèmes de défense aérienne à longue portée avancés, comme le QG-9B pour renforcer la protection des sites sensibles, ainsi que d'équipements de guerre électronique pour brouiller les radars, de missiles balistiques et de drones suicides chinois modernes. L'Iran a également annoncé son passage complet au système de navigation par satellite chinois Beidou, comme alternative au système GPS. Cela améliore la précision du guidage de ses armes, le rendant indépendant du contrôle américain et occidental. La Chine aurait livré des composants clés, dont des matériaux industriels et des ingrédients pour carburants solides comme le perchlorate de sodium. Téhéran pourrait ainsi produire ses propres missiles balistiques, en contournant les restrictions sur les transferts. L'Iran aurait aussi envisagé d'acheter des avions de chasse chinois modernes, pour renforcer son aviation. Tout cela s'inscrit dans l'accord de coopération stratégique de 25 ans entre la Chine et l'Iran. La Russie étant occupée par ces guerres et envoyant moins d'armes, la Chine devient le principal partenaire militaire de l'Iran actuellement. Un régime pro-occidental pourrait également mettre en danger les investissements actuels de la Chine en Iran. En 2021, la Chine a signé un pacte de coopération de 25 ans avec l'Iran. Ce pacte prévoyait jusqu'à 400 milliards de dollars d'investissement dans le gaz, le pétrole, la pétrochimie et les infrastructures. L'objectif de Pékin dépassait l'achat de pétrole brut. La Chine cherchait à créer un corridor énergétique alternatif et à relancer les nouvelles routes de la soie, freinées par l'instabilité en Afghanistan et l'insurrection au Baloutchistan au Pakistan. Le but était de limiter la dépendance aux routes maritimes comme le détroit d'Ormuz, exposées à la surveillance, aux sanctions ou aux perturbations américaines. Dans cette stratégie, la Chine a soutenu une nouvelle liaison de fret reliant le port sec d'Aprin en Iran à Xi'an. Ce corridor terrestre vise à acheminer le pétrole iranien et les matières premières vers la Chine, via une route sûre et contrôlée, évitant les routes maritimes vulnérables. C'était une solution stratégique sous la pression des sanctions, offrant à Téhéran une bouée financière essentielle face aux mesures occidentales. Si des changements politiques durables surviennent en Iran, la Chine risque de perdre un autre fournisseur de pétrole stable et bon marché pour longtemps. Cette erreur de calcul pourrait devenir l'un des plus grands risques énergétiques pour Pékin depuis des années. Car rien qu'en 2025, l'Iran a exporté 520 millions de barils de pétrole brut vers la Chine, soit plus de 3 fois le volume que la Chine a reçu du Venezuela. Le problème ne s'arrête pas là. 1,4 milliard de barils supplémentaires provenaient également de 5 autres pays du Moyen-Orient qui dépendent du détroit d'Ormuz. Plus de la moitié du pétrole brut importé par la Chine vient désormais de pays confrontés à des perturbations commerciales. Les gardiens de la révolution iranienne ont averti les navires d'éviter le détroit d'Ormuz. Il y a eu des attaques contre des pétroliers. Par précaution, les navires évitent entre le canal de Suez et le détroit de Bab el-Mandeb. L'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis ont des routes alternatives comme des oléoducs terrestres, mais ils ne couvrent qu'une partie des volumes. Les exportations du Qatar dépendent aussi fortement du détroit d'Ormuz, et sa production de gaz naturel repose sur un champ offshore partagé avec l'Iran. Si le détroit d'Ormuz est perturbé longtemps, les raffineurs chinois devront se disputer agressivement d'autres approvisionnements, entraînant des prix plus élevés, ce à quoi le marché a déjà réagi. Le Brent a ouvert à 81 $ et 57 cents le baril, soit une hausse de 12% après la frappe. Sur le papier, la Chine paraît toujours prête. Les analystes évaluent les réserves stratégiques et commerciales de brut de la Chine à environ 1,3 milliard de barils. Cela couvre plus de 200 jours, un niveau supérieur à celui de nombreux pays. La Chine a ainsi une meilleure couverture de réserves de brut que la plupart des grands importateurs. Pékin dispose ainsi d'un coussin temporaire en cas de choc d'approvisionnement. Mais la vraie vulnérabilité est ailleurs. Les secteurs manufacturiers et pétrochimiques chinois ressentiront les plus grands impacts. Le pétrole iranien et vénézuélien bon marché a longtemps permis aux raffineurs chinois de dégager d'importantes marges. Si le conflit Iran-Israël se prolonge, ces marges se réduiront rapidement. Remplacer des barils 12 $ moins chers que le Brent par ceux du Golfe ou russe, proches des prix de référence, va réduire les profits du raffinage. Clayton Siegel estime que les prix du brut pourraient grimper de 10 à 12 $ par baril si l'approvisionnement iranien est davantage perturbé.
Des coûts d'importation plus élevés entraînent des marges plus faibles pour les raffineurs, et surtout, augmentent les coûts de production en Chine. Et l'avantage concurrentiel mondial de la Chine dépend d'une chose, une fabrication moins chère. La plupart des analystes pensent que la Chine va maintenant se tourner à nouveau vers la Russie et augmenter ses importations de pétrole en provenance de là-bas. À première vue, cela a du sens, mais cette fois la situation diffère, car la Russie sait que la Chine a moins d'options. Le conflit au Moyen-Orient et l'incertitude dans le détroit d'Ormuz rendent les acheteurs mondiaux nerveux. Des pays comme l'Inde, ainsi que plusieurs économies africaines et d'Asie du Sud et du Sud-Est, augmentent aussi leurs achats de brut russes via les routes d'exportation orientales, modifiant ainsi l'équilibre. Avant, la Chine profitait d'un avantage en étant l'un des principaux acheteurs réguliers de pétrole russe à prix réduit après la guerre en Ukraine. Moscou dépendait de Pékin, la demande augmentant dans plusieurs régions. La Russie peut réduire les remises. Si la Chine perd cet avantage, ses marges de raffinage baissent encore plus. Donc, au lieu d'échapper à la crise, Pékin pourrait se retrouver à payer plus cher les mêmes barils qu'il achetait autrefois à bas prix. Et si l'on prend du recul et qu'on regarde la situation dans son ensemble, le timing est frappant. L'an dernier, l'administration Trump a progressivement intensifié la pression, renforcé le contrôle des flux pétroliers clandestins, cibler les canaux vénézuéliens et accroître la pression sur l'Iran. Les circuits d'approvisionnement à bas prix de la Chine ont été progressivement mis sous pression. Alors que la Chine fait face à une incertitude énergétique croissante, le président Trump doit se rendre en Chine du 31 mars au 2 avril pour rencontrer le président Xi. Première visite d'un président américain depuis 2017. Parallèlement, la Chine a vivement critiqué les frappes américaines et israéliennes sur Téhéran, exprimant sa colère face à l'escalade. Mais si la visite a lieu, elle pourrait façonner l'avenir des relations commerciales entre les États-Unis et la Chine, à un moment très sensible. L'an dernier, après l'imposition de droits de douane américains sur des produits chinois, Pékin a répliqué en affirmant son contrôle sur les terres rares, renforçant ainsi son pouvoir de négociation. Si les prix du pétrole grimpent et que les marges de raffinage chutent, le secteur manufacturier chinois, pilier économique, est sous pression. Les usines ont besoin d'un carburant stable et abordable, ou du transport, des produits pétrochimiques, des plastiques, du transport maritime et de la production industrielle. La fabrication, la chimie, l'acier, le ciment et la machinerie lourde constituent la colonne vertébrale du modèle économique chinois, consommant d'énormes volumes de diesel, de fuel et de matières premières issues du pétrole. Selon la plupart des estimations, l'industrie représente environ 40 à 50% de la consommation totale de pétrole de la Chine. Ensuite vient le transport, le consommateur de pétrole le plus visible. Voitures, camions, bus, cargos, avions. Malgré l'offensive chinoise dans les véhicules électriques, le secteur repose surtout sur le pétrole. Diesel pour camions, kérosène pour l'aviation, fuel lourd pour les navires. Au cours de la dernière décennie, la pétrochimie est devenue un moteur clé des importations. La Chine est maintenant le premier producteur mondial de produits pétrochimiques. En 10 ans, elle a bâti 7 grands pôles pétrochimiques, dépassant les États-Unis comme premier producteur d'éthylène et de polyéthylène, éléments clés des plastiques, caoutchoucs et fibres synthétiques utilisés dans l'électronique et l'emballage. Le secteur est dominé par des géants comme Sinopec, et la pétrochimie chinoise représente désormais environ 17% du chiffre d'affaires mondial de l'industrie. Si les coûts de l'énergie montent avec l'aggravation des tensions commerciales, les exportateurs chinois risquent d'en pâtir, ce qui mettrait l'emploi sous pression. Des millions d'emplois dépendent de la fabrication orientée vers l'export. Donc cette fois, Pékin pourrait avoir moins de marge pour intensifier la situation. Si la Chine pousse la Russie à maintenir des prix du pétrole artificiellement bas, ou signe de nouveaux accords énergétiques à tarifs fortement réduits, Washington pourrait y voir un alignement stratégique contre les sanctions américaines. Si les États-Unis augmentent encore les droits de douane sur les produits chinois, la situation pourrait empirer pour les exportateurs chinois, plus que lors du choc pétrolier. Des coûts de production plus élevés, ajoutés à des droits de douane plus importants, constituent un double coup dur. Cette combinaison affaiblirait directement l'avantage prix de la Chine sur les marchés mondiaux, l'avantage même qui a alimenté sa domination manufacturière pendant des décennies. Désormais, Pékin doit calculer soigneusement chaque décision. Il ne s'agit plus seulement d'assurer du pétrole bon marché, mais de concilier stabilité industrielle, compétitivité des exportations, pression géopolitique et futures négociations commerciales simultanément. La Chine ne peut pas se permettre de commettre une erreur, car en ce moment, la sécurité énergétique et la diplomatie commerciale ne sont plus des combats séparés. Elles font partie de la même équation stratégique. La solution que la Chine a trouvée est d'aider militairement l'Iran. Et ce n'est pas la première fois qu'elle aurait fourni des armes à l'Iran. Elle l'a déjà fait par le passé également. Mais savoir si elles peuvent surpasser les armes américaines et israéliennes, c'est quelque chose que vous allez bientôt constater par vous-même.